Donc, Richard Descoings, lui aussi. C'est le candidat du MoDem, c'est sa 3e participation à l'élection présidentielle. Il est avec nous pour 1 heure, comme François Hollande, et pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je rappelle que tous les candidats signent le livre d'or en hommage à Richard Descoings. Donc, un petit moment d'émotion dans leur arrivée jusqu'à nous. Je vous demande d'accueillir François Bayrou. François Bayrou avec nous, 2e invité de cette journée exceptionnelle. Monsieur Bayrou, avant d'évoquer toutes ces questions ô combien importantes, j'imagine que vous souhaitez dire un mot sur les circonstances et sur ce drame qui a frappé à la fois Sciences Po, mais aussi d'une certaine façon la France. Oui, c'est très émouvant pour moi parce que j'étais ministre de l'Éducation et de l'Université quand Richard Descoings a été nommé dans cette maison. Et ça avait été le résultat d'une longue réflexion et d'un long travail. C'était un homme plus jeune que ne l'étaient habituellement les directeurs de Sciences Po. Et j'avais beaucoup discuté avec Jean-Claude Casanova, qui est aujourd'hui le président de la Fondation nationale des sciences politiques, et qui était là à l'instant de la nomination de Richard Descoings. Il y avait la volonté de voir une énergie nouvelle se développer dans cette maison. Et le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçu, qu'il y a eu, de la part de cet esprit libre, de cet esprit original, de cet esprit entreprenant, un mouvement de profond renouvellement de la réalité et de l'image de Sciences Po. Et de le voir ainsi en pleine jeunesse s'en aller, ça a été évidemment un traumatisme pour cette maison. J'ai été très frappé de l'émotion des étudiants et puis de tous ceux qui observent la manière dont l'université, dont l'enseignement supérieur en France évolue. Donc j'ai été très, très ému et en même temps, je veux exprimer de la gratitude et de la reconnaissance pour ce qu'il a fait. Merci beaucoup pour cet hommage. François Bayrou, beaucoup de questions, des questions de femmes, des questions de lectrices, des questions de responsables d'associations, de grands témoins, d'experts aussi. Mais on va commencer par une phrase que vous avez prononcée il y a pas très longtemps. D'ailleurs, c'était en mars 2012. Valérie. Alors, vous avez dit, si des femmes, pas seulement musulmanes, veulent un créneau pour aller à la piscine sans être vues par des hommes, cela ne me gêne pas. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même une remise en question d'un principe très important qui est celui de la mixité ? Est-ce que vous ne craignez pas une dérive communautariste ? Franchement, non. Franchement, non. Je pense qu'il y a des femmes, et pas seulement musulmanes, qui simplement, parce que l'âge les a fait ce qu'elles sont... Non, excusez-moi. Alors, on attend la suite. L'âge les a fait ce qu'elles sont. Donc, Monsieur Bayrou, je connais des femmes exprimez-vous. qui ont un physique... Je connais des femmes... Non, je n'accepte pas, si vous voulez bien, je n'accepte pas que vous riez. Parce que
peut-être certains, enfin vous êtes toutes en pleine jeunesse et en pleine beauté, et puis il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres, qui sont plus et qui ne veulent pas être exposées au regard des hommes dans une piscine. C'est comme ça, vous ne voulez pas l'entendre. Moi en tout cas, ça ne me gêne pas. Comme homme ayant de la féminité une idée assez élevée, ayant constamment et toute ma vie travaillé avec des femmes, moi je ne trouve pas cela blessant. Alors je sais qu'on en a fait un cheval de bataille contre l'islam, je sais quels sont les mouvements qui en ont fait un cheval de bataille contre l'islam, je sais la guerre qui a été menée contre Martine Aubry sur ce sujet à Lille, je sais exactement pourquoi ça a été fait, mais moi en tout cas, je veux dire que s'il y a atteinte à la laïcité, ce n'est pas cette atteinte-là qui me gêne le plus. Et je considère que s'il y a 2 matinées par semaine, comme ça avait été décidé, je crois, à Lille par Martine Aubry, moi en tout cas, je n'en ai pas été blessé. Voilà. Vous ne pensez pas que c'est la porte ouverte à des excès et non, à du communautarisme? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je vais prendre un exemple. Les hammams, autant que je sache, je n'ai jamais été un spécialiste des hammams. Les hammams ne sont pas mixtes. Non, mais on est nus dans les hammams. On est nus dans les hammams, on est en maillot dans les piscines. On est en maillot dans les piscines, c'est comme ça. Moi, j'ai connu dans ma vie de très proches, dans ma famille, des femmes qui pesaient plus de 100 kilos. Et elles aimaient nager. Je sais bien que vous trouvez que c'est choquant. Moi, pas. Je trouve que si quelqu'un est plus à l'aise dans la mer, c'est bien, et la piscine, c'est bien aussi. Voilà. Bon, on va passer. Attendez, c'est le principe du forum. Il y a un public qui réagit, tout ça est tout à fait normal. Et il y a un invité qui est là pour exprimer ses opinions et pour répondre aussi à des questions. Nous enchaînons avec une autre question qui est posée cette fois-ci par un grand témoin. C'est le principe, vous savez, pour chaque candidat. Et c'est Anne Lauvergeon, l'ancienne patronne d'Areva, qui vous pose, François Bayrou, cette question. D'accord. Les femmes représentent 46% de la population active et seulement 7% des comités exécutifs. Pourtant, la mixité, c'est un formidable atout de réussite. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous engager à ce qu'il y ait chaque année un rapport détaillé, rendu public, qui montre la répartition hommes-femmes dans les hiérarchies des entreprises, qui donne aussi un état sur les problématiques de l'égalité salariale et qui montre comment aller vers effectivement un monde plus mixte? Anne Lauvergeon vous a posé cette question. Oui, à un rapport détaillé annuel qui montre ce qu'est la réalité de la hiérarchie dans les entreprises et notamment du point de vue de la mixité. Je trouve que si on pouvait suivre année après année l'évolution, qui n'est pas très rapide et qui n'est pas très efficace, de cette hiérarchie dans les entreprises, je trouverais ça très bien. Alors, et donc, je m'y engage. Dans la fonction publique, je rappelle, dans la fonction publique d'État, les femmes constituent 51% de l'effectif total, elles sont que 20% dans les emplois de direction. Donc l'État est aussi sur cette question-là en retard. L'État est responsable. Mais l'État est responsable pas seulement dans les directions, il est responsable dans la formation des gouvernements, il est responsable dans la place de la femme dans la vie publique. Nous sommes au 61e rang des pays mesurés pour la place des femmes dans la vie publique. Il suffit d'une seule chose, il suffit de décider, d'une part, que les formations politiques qui ne présenteront pas autant de femmes que d'hommes n'auront plus droit à l'aide publique. Et deuxièmement, il suffit de changer la loi électorale parce que seule une part de proportionnelle importante garantira le 50-50 sur les listes électorales élues. Alors pour revenir juste à l'entreprise quand même, notre sondage dit que 70% des femmes ont connu un sentiment d'injustice dans leur vie professionnelle par rapport à un collègue masculin mieux payé. Alors ces questions de l'inégalité salariale, vous savez qu'on en est au moins à la 7e loi en 40 ans.
Est-ce que vous avez l'intention de durcir le ton, si je puis dire, et de passer au stade des sanctions? Parce que toutes les femmes que nous avons rencontrées attendent maintenant des choses concrètes et surtout pas une énième loi. Les sanctions, elles doivent être financières. Il faut frapper au portefeuille les entreprises qui ne respecteraient pas cette égalité, à égalité de responsabilité, égalité de salaire. Mais il y a une autre inégalité que je voudrais combattre, c'est que beaucoup de femmes sont regardées avec réticence, notamment quand elles sont enceintes et qu'elles font des enfants. Et de ce point de vue-là, il y a une manière de les écarter sans le dire, de les écarter des responsabilités sans le dire, qui est une profonde injustice. Et donc je suis pour Parfois même de les écarter tout court. On avait un témoignage tout à l'heure dans la salle d'une pseudo-convention de rupture. Et en fait, c'était totalement une façon de mettre à la porte une femme qui était enceinte, quoi. Eh bien, c'est exactement ça. Les entreprises, ou certaines entreprises, pas toutes, donnent le sentiment de redouter beaucoup qu'une femme vive sa vie de femme en ayant un enfant. Et je trouve que c'est d'une profonde injustice et même d'une profonde hypocrisie, parce que la société tout entière sait bien qu'elle a besoin d'être portée, renouvelée par des enfants, par la naissance d'enfants, et on frappe celle qui en assume la charge. Et je trouve ça c'est absolument insupportable. Et de ce point de vue-là, je pense que la lutte doit être renforcée. Donc les entreprises machistes, vous leur réservez quel sort? Je ne sais pas, il y a des lois et il y a des sanctions. Vous n'allez pas aller plus loin sur les sanctions et être plus précis? Qu'est-ce que vous avez comme idée de sanctions? Plein. Bon, eh bien suggérez, très bien. Ça non, mais m'intéresse. Je ne sais pas, il y a des manières par exemple, sur les crédits d'impôt, sur les exonérations sociales. Il y a aussi des entreprises qui font beaucoup de temps partiel et on pourrait... Ceci est autre chose. Arrêtons-nous un instant sur ce sujet. Je trouve absolument anormal qu'on réserve des allègements de charges sociales à des entreprises qui sont construites sur du temps partiel subi pour les femmes, des contrats découpés, des heures le matin, des heures le soir, qui en réalité hachent la vie de ces femmes. Et donc, pour moi, en tout cas, je trouve très, très choquant qu'on leur donne les allègements de charges à égalité avec les autres entreprises. Je suis pour que le contrat de travail normal soit un CDI à temps plein, et que ce contrat de travail soit proposé à toutes les femmes. Je ne crois pas beaucoup à ce qu'on explique, c'est le temps partiel choisi. Je n'y crois pas beaucoup. Ce n'est pas une réalité, les temps partiels le sont temps partiel subis, est 80% du temps subi, parce qu'on ne peut pas trouver autre chose. Et c'est une manière de profonde injustice que d'encourager par des allègements de charges, notamment, c'est le cas dans la grande distribution, la multiplication de ces contrats-là. Valérie, il y a une question dans le public d'un Oui, expert, il y a Valérie Blanchet qui est sage-femme et qui voudrait vous poser une question. Voilà, elle s'approche du micro. Bonjour. Bonjour. Les sages-femmes actuellement peu sollicitées dans le domaine de la gynécologie, alors qu'elles en ont la compétence, ne pourraient-elles pas apporter une première solution face aux grandes difficultés que rencontrent les femmes à se faire suivre? Et cela en regard de leur nombre important, de leur répartition sur le territoire et de la nomenclature. Je ne vous entends plus. Peut-être vous avez touché le micro. Peut-être. Ça marche. Bon, plus généralement, comment comptez-vous offrir un accès à des soins préventifs plus appropriés à toutes les femmes de notre territoire? Bon, la crise de la gynécologie est très très importante. Ça touche au numerus clausus, à l'organisation des études médicales. Je suis 1000% d'accord avec vous sur le fait que les sages-femmes, les maïeuticiens comme on dit aujourd'hui, parce que je connais des sages hommes qui ont fait ces études, ont absolument la compétence pour apporter le suivi aux femmes dans ce domaine gynécologique. Je suis même partisan qu'on recherche pour les sages-femmes, comme pour des infirmières confirmées,
qui le souhaiteraient le moyen de pouvoir trouver un parcours professionnel qui les conduise par des compléments d'études à la profession de médecin. Mais pour le tissu et le suivi des femmes, je suis absolument certain que vous avez raison et que le nombre des sages-femmes et leur expérience peut faire qu'elles aident beaucoup au suivi gynécologique. 6% des femmes n'ont jamais bénéficié de ce type de suivi médical. Une femme sur 5 n'a pas de suivi gynécologique. Et il y a 220 000 IVG, je fais la transition avec ce sujet par an, dont 29 000... L'un est peut-être en rapport avec l'autre. Alors justement, par rapport à la question de l'IVG, il y a aussi cette question des jours d'attente pour une consultation, c'est-à-dire qu'ensuite il est trop tard, on est hors des délais. Comment vous pensez pouvoir améliorer ce contexte ? Mais je trouve que ce que vous venez de dire répond absolument à la question. Le problème des attentes et des jours d'attente qui mettent en effet les femmes en situation d'extrême difficulté, ça vient de ce que le nombre de praticiens est insuffisant, et il est de plus en plus insuffisant puisque c'est une des spécialités médicales qui est le plus en crise. Et donc, pour moi, je pense que vous avez raison, et que ouvrir les consultations aux sages-femmes, leur donner plus de responsabilités en sachant exactement quelle est leur expérience, c'est une bonne manière de répondre à ce sujet des attentes qui sont anormales et qui mettent les femmes en situation de grande difficulté. Le débat sur l'IVG a été relancé par Marine Le Pen il y a quelques semaines. Vous avez déclaré « Je ne pense pas que l'IVG soit menacée ». Est-ce que vous maintenez cette phrase ? Je ne vois pas qui en France... Ouais. Il y a des centres qui ont été fermés d'IVG. Il y a eu des menaces sur la fermeture de ces centres. Il y a eu énormément de protestations. En dehors des positions extrêmes que vous indiquez, je ne vois pas qui en France pourrait remettre en cause la loi et la pratique de l'IVG, en dehors des difficultés que vous signalez à juste titre, qui est le tissu des praticiens et des consultations. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas entendu, en dehors de cette position qui était volontairement provocatrice, qui que ce soit en France... Non, mais il y a eu des menaces concrètes sur les fermetures de ces centres d'IVG. Le gouvernement est revenu dessus, et il y a quand même une angoisse de la part des associations parce que on manque, le planning familial a à juste titre élevé la voix pour dire que, attention... il faut des subventions aussi pour que toutes les femmes sur tout le territoire, pas seulement dans les grandes villes, puissent avoir accès. Et appliquons la loi. Mais renforçons les consultations. Oui. Et ça marchera aussi pour la prévention. Parce que 220 000 IVG par an, un chiffre qui ne diminue pas au travers du temps, c'est d'une certaine manière aussi une préoccupation. Question maintenant d'une association. Alors, Franco Lolia, qui est le président du collectif anti-négrophobie, va vous poser une question. Alors que l'article 1 de la Constitution stipule que nous sommes tous égaux en droit, ce quel que soit notre sexe et notre race, entre autres, comment doit-on comprendre que le principe des quotas soit perçu comme une mesure incitative lorsqu'il s'agit de promouvoir la parité homme-femme, alors que cette même mesure est jugée anticonstitutionnelle lorsqu'il s'agit de lutter efficacement contre le racisme? Vous voulez dire des quotas par origine, couleur, de peau C'est sa question. Je ne suis pas favorable à cela. Autant je suis favorable au fait qu'on accepte de regarder en face un certain nombre de questions qui sont des questions pour notre société révélatrices de ce climat d'exclusion et de rejet. Par exemple, je ne suis pas opposé aux statistiques ethniques. Je trouve qu'on appelle ethnique, c'est regarder en fonction de l'origine comment évoluent dans la société les femmes et les hommes qui la forment. Je trouve que ce serait courageux. Mais c'est complètement tabou en France. C'est tabou en France. Eh bien, il y a un certain nombre d'associations qui le demandent, et moi je pense que ça n'est pas gênant. Je sais quel est le sentiment de discrimination
qui est vécue par un certain nombre de Français en fonction de leur nom, de leur origine, de leur couleur de peau, des signes. Je sais que c'est une discrimination qu'ils vivent avec une blessure absolue. Et d'autant plus blessés qu'on n'en parle pas, qu'on fait comme si ça n'existait pas. Eh bien, moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on regarde. J'ai été frappé par les arguments des associations qui demandent la clarté. Autant installer des quotas par rapport à l'origine et à la couleur de peau dans toutes les fonctions de la société me paraîtrait dangereux. Mais alors concrètement, la lutte contre les discriminations, ça pourrait se passer comment? Vous imaginez quoi? Je suis décidé à mettre en place un ministère de l'égalité chargé de la lutte contre toutes les discriminations. Je trouve que ça n'est pas une instance, ça n'est pas seulement une instance à laquelle on pourrait faire appel, comme l'était l'instance précédente qui vient d'être supprimée, mais pour moi, la lutte contre les inégalités et les discriminations, ça doit être le fondement de toute la politique d'un gouvernement. Et donc, je suis pour un ministère de l'égalité. Et alors, vous êtes pour un ministère de l'égalité, ce qui fait de vous d'ailleurs un candidat qui se refuse à créer un ministère spécifique pour les droits des femmes. Vous pensez que les droits des femmes doivent être inclus dans un ministère de l'égalité? Vous ne pensez pas qu'il y a une question spécifique sur les femmes qui mériterait d'être traitée à part? Je pense que c'est plus efficace d'avoir un ministère de toutes les égalités. Je pense que installer chaque fois un ministère particulier pour les thèmes discriminatoires, de discrimination, ça donnera moins de poids à son titulaire que ça n'a été le cas ou que ça ne serait le cas avec un vrai ministère de l'égalité. J'ai observé au travers du temps, et il y a ici des gens qui sont spécialistes de la question, l'importance des ministères chargés du droit des femmes dans les gouvernements. Je n'ai pas trouvé qu'on leur reconnaissait le poids et l'influence suffisante pour faire bouger les choses. Elles s'en sont d'ailleurs plaintes assez régulièrement. Eh bien, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un ministère de premier plan chargé de la lutte pour l'égalité et contre les discriminations, et qui aura naturellement qui reconnaîtra une grande place. Comme vous dites justement, il y avait peut-être des ministères des droits des femmes qui n'étaient pas assez reconnus, y compris au sein du gouvernement, à qui on ne donnait pas suffisamment une place prioritaire. On pourrait imaginer aussi que... Faites un ministère de premier plan chargé de lutter contre les discriminations implicites ou explicites dans la société française. Chargez-le de responsabilité. Faites-en une personnalité majeure du gouvernement. Et là, vous serez mieux entendu, je le crois. En tout cas, ça n'a jamais été essayé. Ça fait, Yvette Roudy pourra me dire, ça fait combien de temps qu'il y a un ministère? 30 ans? Non, il y a eu un ministère pendant 5 ans. 5 ans. Et après, ça a été terminé. Voilà, ça a été fini. Eh bien, moi, je ne peux pas dire que le résultat soit satisfaisant aujourd'hui. D'ailleurs, le fait que nous ayons à chaque élection besoin de nous réunir pour remettre sur le tapis la question du droit des femmes, alors qu'elle constitue la moitié de l'humanité et plus de la moitié des Français, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Et donc, j'ai tout à fait l'intention, moi, d'en faire un sujet de premier plan et de mettre un terme à cette situation inacceptable qui est que la France, avec la tradition qui est la sienne, est en retard sur tous ces sujets. Je trouve que ce n'est pas acceptable et que donc il faut en faire une politique de premier plan des gouvernements. À propos de ministère, vous feriez un gouvernement paritaire? Oui. Avec éventuellement une femme à Matignon? Pourquoi pas? Alors, question suivante. L'égalité, vous parlez de l'égalité. L'égalité, c'est aussi, et c'est très important dans la vie des femmes, l'égalité salariale. Mais pour qu'on puisse vraiment atteindre l'égalité salariale, vous savez que profondément, la question se pose de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, et donc la question du mode de garde d'enfants. Aujourd'hui, les associations, les organismes disent qu'il manque 500 000 places en crèche. Que vous concrètement, nous on sait que les femmes dans nos sondages nous ont dit que 70% d'entre elles
pense qu'il faut que l'État s'engage à aider, à financer en partie en tout cas la garde d'enfants quand il n'y a pas de possibilité. Qu'est-ce que vous suggérez pour ça? Parce que c'est le cœur de l'inégalité, c'est ça. Hein, c'est quand l'enfant apparaît, la femme... Élargir l'offre pour les gardes d'enfants. J'ai visité récemment en Mayenne un réseau de maisons d'assistantes maternelles qui ont été créées spontanément presque, qui marchent très bien, qui demandent moins d'investissement que les crèches ne le demandent et qui donnent absolument satisfaction aux familles. Donc je suis pour l'élargissement de ces offres de garde et en particulier pour que des maisons d'assistantes maternelles, des appartements d'assistantes maternelles, où 3 ou 4 assistantes maternelles se réunissent pour se répartir la charge des enfants dans les horaires de la journée. C'est beaucoup plus léger et ce sont des réponses extrêmement efficaces, très souvent associatives, qui est-ce qu'elles suffisent quand on voit qu'il manque 500 000 places en crèche? Est-ce que Je suis sûr que ça suffira. Et les entreprises, est-ce qu'elles doivent jouer un rôle aussi? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est aussi le rôle de l'entreprise de pouvoir... Mais c'est le rôle de tous les acteurs de la société que de permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle de mère de famille et en même temps de quelqu'un qui suit une carrière professionnelle. Si la France est dans la situation où elle est, pour l'emploi féminin, qui est meilleur que dans des pays voisins, et pour le nombre des enfants, c'est parce qu'on a proposé ces systèmes équilibrés de garde d'enfants. Il faut donc les élargir et augmenter l'offre. Je ne crois pas qu'on va faire un service public de la petite enfance avec de nouveau l'appel au budget national. Je sais exactement, et vous aussi, quelle est la situation des budgets. Il faut être capable d'offrir une garde différente, d'offrir des modes de garde différents, plus souples et répondant mieux aux demandes des familles que ceux qu'on a eus jusqu'à maintenant. Il faut soutenir l'effort de crèche, c'est les collectivités locales qui le font, et ouvrir le mode de garde. Les maisons d'assistantes maternelles m'ont en tout cas paru en tout cas dans les visites que j'ai faites ces derniers mois, une réponse intelligente et souple. Une lectrice va maintenant vous poser une question. Christine Divet, qui est assistante sociale et déléguée syndicale au CHU de Rennes. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Oui, bonjour. Je vais revenir donc sur l'emploi à temps partiel. L'emploi précaire se généralise non seulement dans le secteur privé, mais aussi dans la fonction publique, où 75% des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Au CHU de Rennes, où je travaille, nous sommes régulièrement contactés par des infirmières, des aides-soignantes, des administratives, à qui l'on propose un travail à temps partiel alors qu'elles occupaient des postes à temps plein. Elles n'ont d'autre choix que d'accepter si elles veulent conserver un emploi. L'emploi à temps partiel non choisi est une précarité qui s'ajoute à toutes les autres. Ce mode de gestion pénalise ces femmes qui sont dans l'incapacité de se projeter dans un avenir serein, le logement, la garde d'enfants, le remboursement des crédits. Tout cet équilibre est remis en cause. Outre la baisse immédiate de leur salaire, cette régression pèsera sur leur carrière et aussi dans le calcul de leur retraite. Puisque l'État est le premier employeur de personnel à temps partiel souvent subi, quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour le diminuer ou pour favoriser l'emploi à temps plein des femmes ? Alors vous avez répondu déjà J'ai répondu, mais je reprends ma réponse. Christine, voilà, oui. Je reprends ma réponse en 2 volets. Le premier, le contrat de travail normal doit être un CDI à temps plein. Je suis pour un contrat de travail unique qui, dans le temps, pourrait faire en sorte que les garanties se renforcent et les assurances se renforcent. Et deuxièmement, je trouve que l'État ne devrait pas être autorisé à l'État de ne pas suivre les règles qu'il impose au reste de la société. Dans le reste de la société, quand vous atteignez un certain nombre de CDD, la signature de 2 CDD, vous êtes obligé de passer en CDI. L'État, non, il s'en abstrait. Je trouve que la règle qui est imposée par l'État devrait être respectée par l'État. Et donc je suis pour un contrat de travail à temps plein
proposée et en tout cas encouragée par l'État, et que l'État doive respecter les règles de limitation des CDD qu'il impose aux autres. Valérie. Alors, justement, j'avais une question à vous poser par rapport à la réforme des retraites en faveur des femmes. Vous savez que la retraite moyenne d'une femme est de 825 € contre 1425 pour un homme, un écart de 42%, et qui est le reflet en fait de toutes les inégalités qui se sont cumulées au cours de la vie d'une femme. Et la récente réforme des retraites va les pénaliser encore plus, puisque la majorité d'entre elles ne pourront toucher leur retraite à taux plein qu'à 67 ans. Est-ce que vous trouvez que c'est satisfaisant pour les femmes? Est-ce que vous reviendrez sur ça? Non, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté la réforme des retraites, parce que je trouvais que cette disposition qui reportait à 67 ans, non pas la retraite à taux plein, mais la liberté de partir à la retraite avec ses droits acquis. Elle était injuste et elle était absurde. Elle était injuste parce qu'il n'y a aucune raison. On sait très bien que c'est 80% de femmes qui sont prises dans cette définition. Et elle était absurde parce que la plupart de ces femmes-là, elles sont déjà, soit par les minima sociaux, soit par des dispositifs de prise en charge à la charge de la collectivité. Ça n'est donc que des habillés Pierre pour habiller Paul. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté cette réforme-là des retraites. Et pour ma part, je suis, comme vous savez, défenseur de l'idée d'une retraite par points. J'ai ces dernières années observé que beaucoup de gens qui réfléchissaient à cette question en arrivaient à cette idée. C'est notamment le cas de la CFDT, d'une retraite par points qui permettra à chacun de partir avec ses droits quand ses droits seront acquis. Il saura à tout moment à quoi il ou elle a droit et il pourra prendre sa décision, dans laquelle on pourrait valoriser l'organisation de la vie d'un certain nombre d'assujettis, enfin d'assurés, et notamment des femmes. Et alors, par exemple, est-ce qu'on prendrait en compte les différentes grossesses, c'est-à-dire les congés maternité dans les annuités? Oui, mais je pense que ça devrait être pris en compte. Mais est-ce que même dans le montant des indemnités, il faudrait finalement considérer que les indemnités de maternité, il n'y a pas de raison qu'elles ne comptent pas? C'est une possibilité dès l'instant qu'on met en place la souplesse de la retraite par points. Ma mère vient de s'en aller, sa dernière retraite était de 668 €. Cette question des petites retraites pour les femmes, ayant travaillé notamment dans le monde agricole toute leur vie, c'est une question qui est infiniment blessante pour la société française, je trouve. Et donc, je pense que le rééquilibrage de ces petites retraites dont les femmes sont notamment les victimes, me paraît une nécessité. Les étudiants de Sciences Po sont maintenant invités à vous poser des questions. Déborah Asseraf voudrait vous interpeller sur la question du logement. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bayrou, je voudrais vous poser une question à propos de la caution logement. En fait, lors de votre grand rassemblement au Zénith de Paris le 25 mars, vous avez annoncé une mesure forte en matière de logement. Je cite, donc la suppression de toute caution pour les locataires et la création d'une mutuelle obligatoire pour les risques locatifs. Donc je voudrais vous demander en fait comment comptez-vous concrètement donc mettre en place cette proposition qui intéresse particulièrement les étudiants que nous sommes pour la plupart. C'est une des plus grandes inégalités sociales qui existent, que celle qui fait qu'un étudiant ou qu'un jeune travailleur ne peut avoir accès à un logement en vérité que s'il a derrière lui une famille capable d'assumer la caution. Et on serait surpris de savoir le nombre de ceux qui se voient soumis à la même contrainte, y compris à un âge beaucoup plus avancé, y compris quand ils travaillent. Je trouve que c'est inacceptable et j'ai donc réfléchi à cette question et il m'a semblé qu'il n'y avait que la création d'une mutuelle qui pourrait permettre de prendre en charge les risques locatifs et qui aurait en plus l'immense avantage de pousser à remettre sur le marché les quelques 500 000 logements vacants
qui existent, mais que les propriétaires ne veulent pas louer parce qu'ils ont peur que les loyers ne soient pas assumés. Donc je suis pour la suppression de toute caution, la création de la mutuelle qui prendra en charge l'ensemble des risques locatifs et permettra ainsi le retour à un meilleur logement. Par la loi et tout de suite. Merci beaucoup. Charlie veut aussi vous poser une question, plus précisément. Charlie Dupiot. Bonjour. Question pour François Bayrou. Oui. Bonjour, je suis étudiante à l'école de journalisme de Sciences Po en première année. Et moi, j'aurais une question sur la prévention des IVG. On en a brièvement parlé tout à l'heure. Vous êtes dit en faveur d'une telle politique, mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez en matière d'éducation sexuelle à l'école, et notamment aussi la question de l'accès à la contraception. Est-ce que, par exemple, la pilule sera avec vous remboursée à 100% pour les femmes ? En tout cas, moi, je pense que c'est une mesure simple et compréhensible par tous. Je rappelle que pour l'instant, les pilules sont remboursées au maximum à 65%, et celle de la 3e génération, il y en a une qui est remboursée à 65%. Franchement, et il y en a qui ne sont pas remboursées du tout. Franchement, c'est une dépense une disposition, une décision qui me paraîtrait aller dans le sens de la prévention réellement. Et je pense que, par exemple, chez les infirmières de l'éducation nationale, qui ont très souvent à s'entretenir avec les élèves sur ce sujet, c'est quelque chose qui pourrait aller dans le bon sens. Merci pour votre question. Valérie. N'est-ce pas ? On ne peut pas à la fois vouloir la prévention et ne rien faire pour. Alors, François Bayrou, vous avez déclaré que lorsqu'un enfant est élevé par 2 parents homosexuels, le lien doit être reconnu entre l'enfant et les 2 parents. Iriez-vous plus loin en vous prononçant pour l'adoption pour les couples homosexuels ? Vous me permettez 3 minutes sur ce sujet ? Absolument. Je suis extrêmement choqué de la manière dont un certain nombre de gens parlent de l'homoparentalité. L'homoparentalité, c'est quelque chose qui existe pour des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants, d'adolescents en France. Parce que le nombre d'enfants, d'adolescents, dont le père ou la mère, après leur naissance, s'est révélé ou s'est déclaré homosexuel, c'est naturellement très important statistiquement. Il naît 750 000 enfants par an en France, et un certain nombre d'entre eux ont leur père ou leur mère qui a cette vie-là. Et donc, je ne parle jamais d'homoparentalité sans penser à la réalité de leur vie et au respect qu'on leur doit. Et ces parents-là, eh bien, ils élèvent leurs enfants aussi bien que possible, comme les autres. J'ajoute que même dans le cas de couples et de parents hétérosexuels, élever des enfants, ce n'est pas un sport complètement facile. C'est un sport de combat. Oui. C'est un sport de combat, parfois un sport extrême, mais en tout cas un sport qui met à l'épreuve, même dans les couples les plus équilibrés. Et donc, je suis pour qu'on parle d'homoparentalité, non pas comme un sujet de société, mais comme une réalité pour des enfants. Deuxième question. L'adoption, par des homosexuels, elle existe en France. On autorise l'adoption par des célibataires on a autorisé depuis 1966. Il y a donc un demi-siècle que cette adoption existe. Donc, deuxième sujet dont je demande qu'on parle avec moins d'imprudence qu'on le fait en général. Troisième sujet, la seule question qui reste est donc celle-ci. Lorsqu'un enfant est élevé par un couple masculin ou un couple féminin, est-ce qu'il faut reconnaître le lien avec le deuxième parent ? Il a été adopté, est-ce qu'il faut reconnaître le lien avec le deuxième parent ? Je suis pour, parce que autrement, si l'un des 2 parents disparaît, qu'est-ce qui reste pour l'enfant ? On va le remettre à l'orphelinat ? Tout ça n'a aucun sens. Il existe un lien de parentalité lorsqu'un enfant est élevé par 2 hommes ou par 2 femmes. Je suis pour qu'on reconnaisse ce lien. Et c'est pour moi, au fond, la seule manière d'entrer dans cette question, c'est d'y entrer par l'intérêt de l'enfant.
L'intérêt de l'enfant, c'est qu'il soit protégé contre la disparition de l'un de ses deux parents et qu'on puisse reconnaître que, élevé par deux hommes ou par deux femmes, cet enfant a deux parents. Alors vous reconnaissez cette réalité. Pourquoi ne pas reconnaître à ce moment-là la réalité de l'envie de nombreux couples homosexuels de se marier? Eh bien, je suis pour l'égalité de droit. Je suis pour que cette union soit reconnue, qu'elle passe à l'état civil, qu'elle soit identiquement au mariage dissoute par un divorce, qu'elle soit inscrite dans l'état civil, reçue devant le maire, mais je suis pour que cette union s'appelle union et que le mot de mariage auquel beaucoup de traditions qui viennent de très loin dans notre histoire soit le mot choisi pour l'union d'un homme et d'une femme. Nous passons aux questions concrètes, questions égalité directes. de droit, égalité de devoir. Très bien. Des questions, plusieurs questions, et je vous demande des réponses courtes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous en poser un maximum. Allons-y, Valérie. Pour ou contre le préservatif gratuit pour les mineurs? Rien contre. Ça, c'est subtil. Pour ou contre l'allocation familiale au premier enfant? Si nous avions les moyens, je trouverais ça très bien. Je trouve simplement que dans ce cas-là, il faut suivre la mesure que j'ai proposée de soumettre à l'impôt la totalité des revenus, y compris les allocations. Pour ou contre l'obligation systématique d'expulser le conjoint violent dans le cas d'une plainte? Pour, mais ce qui veut dire qu'il faut des foyers d'accueil et qu'il faut des moyens pour la justice de faire respecter l'obligation d'éloignement qui, assez souvent, n'est pas respectée. Oui, parce que les procureurs, en fait, ont la liberté d'estimer s'il faut ou pas éloigner. Et finalement, il n'y a pas tant de cas que ça. On s'en est rendu compte en préparant cette journée où il y a vraiment éloignement du conjoint violent. Et donc, il y a peur, terreur, et c'est insupportable. Pour ou contre l'obligation de parité, non pas sur les listes, mais sur les résultats aux élections, pour les partis politiques, donc, avec même des sanctions élevées? Ça, c'est difficile parce que c'est les électeurs. Il n'y a qu'un moyen d'arriver à la parité réelle, c'est la proportionnelle aux élections. Et pourquoi il n'y a qu'un moyen? Parce que si on avait une obligation de résultat sur les listes... c'est les électeurs qui choisissent, alors c'est compliqué. Vous ne pouvez pas donner aux électeurs l'obligation de voter pour quelqu'un. J'ai envisagé un système, mais il n'est pas très simple. Et je ne suis même pas sûr qu'il serait constitutionnel, qui était de dire, au scrutin majoritaire, il faudrait élire un ticket mixte, un homme, une femme. Mais ça veut dire, comme vous le voyez, un assez grand bouleversement. Il faudrait doubler le nombre de sièges, alors je suis plutôt pour diminuer le nombre de sièges. Une demi-part chacun, donc. Pour ou contre la suppression du cumul des mandats? Oui, pour la suppression. Je le propose par référendum le jour du premier tour des élections législatives pour que ça s'applique à cette assemblée qui va être élue. Un seul mandat Pour les députés, un seul mandat, rien d'autre. Et dans votre gouvernement? Et pour les sénateurs, un seul mandat local, parce que le Sénat représente les collectivités locales, et donc ça me paraît légitime qu'ils en aient un. Mais pour les députés, interdiction absolue du cumul. Et pour les membres de votre gouvernement? On ne peut pas l'interdire aux députés et l'accepter pour les membres du gouvernement. Donc je suis pour l'interdiction de l'exercice de tout mandat quand on est ministre. Vous seriez pour ou contre une circulaire qui demanderait spécifiquement aux inspecteurs du travail de vérifier l'application de l'égalité salariale dans les entreprises? Des inspecteurs qui seraient chargés de cette tâche, systématiquement. Je vois l'intention, mais franchement, il y a tellement dans la société française de normes, de contrôles, d'inspections, de charges supplémentaires que moi, en tout cas, je suis réservé. Je trouve que ça devrait être le rôle des syndicats à l'intérieur des entreprises de dire, voilà, il y a quelque chose d'anormal dans l'organisation de l'entreprise dans laquelle nous sommes. Je ne suis pas pour multiplier les contrôles, les inspections, les corps d'inspection. Je trouve que de ce point de vue-là, on ne va pas dans le bon sens.
Avant de passer peut-être aux deux dernières questions, les deux dernières questions subsidiaires, je voudrais juste vous demander si vous avez le sentiment que la France est un pays macho. Je trouve qu'il y a un machisme qui gagne dans la société française. Qui est pire qu'avant, donc. Et qui est notamment un machisme des jeunes garçons. Je serais plus optimiste si je voyais les jeunes garçons être plus ouverts que ne l'étaient les générations précédentes. Vous parlez des ados Il y a bien des milieux, ouais. Il y a bien des milieux, parce que c'est socialement connoté, il y a bien des milieux dans lesquels ce machisme gagne. Oui. J'entends des réflexions dans la rue qui ne sont pas bons signes. En même temps, vous savez que les violences conjugales touchent absolument tous les milieux et pas seulement les jeunes dans certains quartiers. Je ne confonds pas le machisme et les violences conjugales. C'est un aboutissement extrême, mais c'est une statistique importante. Oui, mais les violences conjugales touchent tous les milieux. Il faut bâtir les politiques, on vient d'en parler, lieux d'accueil, éloignement des conjoints violents, qu'on n'a pas bâti pour l'instant. Valérie vous posera la dernière question, donc l'avant-dernière. Vous y avez répondu d'une certaine façon, mais quelle serait votre première mesure pour les femmes si vous êtes élu à la présidence de la République ? La multiplication et l'élargissement des modes de garde des enfants. Dernière question. Et à quelle femme penserez-vous au moment de votre élection si vous êtes élu président de la République ? Il y a beaucoup de femmes à qui je penserai au moment de mon élection. Waouh ! J'ai eu, ne serait-ce que, une mère, une femme et 4 filles, plus celles qui m'ont accompagné tout au long de ce parcours. Donc ça fait, et comme j'ai eu la chance d'être appuyé par une équipe de femmes qui a été tout au long de ma vie très solide, Marielle de Sarnez est au premier rang de la salle, mais Jacqueline Gouraud et d'autres. Non, ça a été pour moi, la présence des femmes auprès de moi a été un des piliers du combat que j'ai mené pendant toutes ces années. Merci beaucoup, François Bayrou. À François Bayrou. Changer l'Assemblée nationale.